Bonjour, nous sommes le 11 mai, mercredi 11 mai, il est 17h30. Nous sommes tous rentrés de vacances, enfin tous presque. Certains sont dans l'avion, comme Arnaud, que vous retrouverez vendredi. Vous vous souvenez qu'à partir de maintenant, c'est tous les 2 jours. On tient compte du fait que on ne veut pas vous embêter tous les jours avec ça. Mais nous avons retrouvé Igor, que nous avions perdu la semaine dernière. Et Gilles est toujours là pour remplacer Pavel qui rentrera demain aussi de ses vacances où Pavel est toujours sur son transat. Je crois qu'il n'a pas quitté son transat pendant 15 jours. Mais il s'est passé un certain nombre de choses depuis jeudi dernier, lorsque nous avons fait notre dernier Zoom. D'abord, il y a eu les festivités du 9 mai à Moscou, le discours de Poutine, le défilé, la marche des immortels, un certain nombre d'événements, puis des événements politiques, économiques, notamment du côté de l'Union européenne, où nous avons vu, Igor, qu'il y avait une 6e vague de sanctions qui était mise en place avec un blocage par certains sur les sanctions liées au pétrole. En fait, une partie des membres de l'Union européenne voudrait un ban sur les livraisons de pétrole et la Hongrie, qui s'était toujours prononcée contre, a mis son veto avec d'autres pays. Mais Igor, que peux-tu nous dire sur ce plan-là? Merci Président, bonjour à tous, ravi de vous retrouver après la pause des vacances de mai. Alors effectivement, commencer cette tour d'horizon de l'actualité du jour par cette question de l'élaboration du 6e paquet de sanctions. Les choses ne vont pas de soi, du 6e paquet de sanctions européennes, hein. Les choses ne vont pas de soi puisque la question du pétrole évidemment divise les membres de l'Union européenne. Des pays comme la Grèce, comme Malte et Chypre s'opposent en effet à une interdiction de transporter du pétrole russe, puisque parmi les mesures qui étaient envisagées, c'était évidemment d'interdire aux pays membres et aux sociétés, aux armateurs des pays membres de transporter du pétrole russe. Et on comprend bien pour un pays comme la Grèce, qui dispose d'une flotte civile énorme et qui est un des principaux armateurs en mer Noire et en Méditerranée notamment, eh bien, ce serait une interdiction qui serait particulièrement coûteuse. Donc ces pays s'opposent à cette idée d'interdiction de transporter du pétrole russe, tandis que la Hongrie, comme le rappelait Emmanuel, refuse tout simplement l'idée d'imposer un embargo progressif sur les importations de pétrole de la Russie. On sait que le président Macron s'est entretenu avec Viktor Orban hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. En somme, M. Orban met en avant l'idée qu'à ce jour, il n'y a pas de solution de substitution au pétrole russe, en tout cas pour l'économie hongroise, et que par conséquent, en l'absence de solution de substitution, on ne va pas commencer à décréter des embargos. Alors, seule l'interdiction faite aux compagnies européennes d'assurer des navires pétroliers transportant du pétrole russe semble rester d'actualité dans le nouveau paquet de sanctions, donc uniquement sur la question de l'assurance de ces navires, qui trouveront donc des assureurs hors de l'Union européenne. Enfin, toujours dans ce paquet de sanctions, il y a une autre mesure qui était envisagée. Souvenez-vous, c'était l'idée d'interdire aux ressortissants russes et biélorusses d'acheter de l'immobilier dans l'Union européenne. Et là, on a un pays comme Chypre qui s'est là aussi opposé à cette idée, tout du moins pour les ressortissants russes qui disposent aussi d'une nationalité d'un des pays de l'Union européenne. Je ne vois pas pourquoi, donc pour Chypre, hein, pour les autorités chypriotes, donc pas pourquoi est-ce qu'on interdirait à ces détenteurs d'une double nationalité donc de ne pas pouvoir acquérir un bien immobilier. Donc on voit que les choses ne vont pas de soi, mais il semblerait quand même que le 6e paquet de sanctions avance avec donc les points que j'ai relevés qui auraient été soit donc retirés, soit qui feraient encore l'objet de discussion. Deuxième élément, toujours sur le volet sur le volet sanctions, tout du moins plutôt sur le volet assistance directe à l'Ukraine, c'est du côté des États-Unis. Joe Biden a signé la loi pré-bail
qui facilite l'octroi d'une assistance militaire par les États-Unis à l'Ukraine et aux pays d'Europe orientale, c'est important de le préciser, ce qui fait que désormais cette assistance militaire sera facilitée, qu'elle n'aura plus besoin de passer par un certain nombre de procédures législatives, elle sera donc accélérée et fluidifiée pour pouvoir arriver plus vite, je dirais, sur le terrain. La Chambre des représentants a validé de son côté un projet de loi permettant d'apporter à l'Ukraine une aide économique de 40 milliards de dollars. La Maison-Blanche avait demandé 33 milliards, mais manifestement, la Chambre des représentants a jugé qu'on pouvait augmenter cette enveloppe pour la porter à 40 milliards. Toujours sur le volet économie et sanctions, une dernière information. La chaîne de magasins que tout le monde connaît bien, Ikea, a annoncé que ses 15 000 employés seront payés jusque fin août, indépendamment du fait que les 17 magasins de la chaîne restent ce jour fermés. Et de son côté, l'enseigne McDonald's envisagerait de rouvrir ses restaurants en Russie, mais sous un autre nom. C'est une piste qui est envisagée pour pouvoir permettre la rouverture donc, des magasins. Sur le volet de l'actualité politique, ce n'est pas forcément lié avec la crise en Ukraine, encore que 5 chefs exécutifs régionaux ont hier démissionné ou annoncé leur intention de ne pas se représenter à l'issue de leur actuel mandat. Il s'agit des gouverneurs des régions de Tomsk, de Kirov, de Ryazan et de Saratov, ainsi que le chef de la République des Maris. Donc une vague en fait de démissions annoncées ou de gouverneurs qui ne se représenteront pas pour différents motifs. Certains arrivent en fin de mandat, d'autres sont au pouvoir de la tête de ces régions depuis au moins une dizaine d'années, mais selon différentes analyses citées par les médias, c'est le contexte socio-économique dans ces régions qui ne serait pas très favorable à leur réélection, qui donc les pousse ou les pousserait vers la sortie. Autre information, la plateforme de contenu en ligne RuTube, qui est le YouTube russe, si vous préférez, était hier la cible d'une cyberattaque massive qui a été revendiquée par le groupe Anonymous et qui a complètement paralysé les services de cette plateforme en ligne. Et aujourd'hui, RuTube a annoncé qu'une partie de ces services ont été restaurés. Mais que le travail se poursuit, donc une attaque qui a quand même bien endommagé et paralysé la plateforme pendant plus d'une journée au moins. Sur la partie diplomatie, on ne relève aucun développement sans surprise. Les contacts se poursuivraient néanmoins au niveau des sous-groupes entre Russes et Ukrainiens, mais ne produiraient aucun résultat, hein, on s'en doute, sauf en ce qui concerne les échanges de prisonniers, puisque à l'occasion, on apprend que Russes et Ukrainiens se sont livrés à des échanges de prisonniers qui portent sur des groupes de dizaines de personnes, douzaines de personnes tout au plus. Ces échanges sont assez sporadiques, mais sont le fruit de ces contacts qui sont assez j'allais dire modeste au niveau des sous-groupes de contacts russo-ukrainiens. Les nouvelles autorités de la région de Kherson, alors quand j'ai nouvelles autorités, on connaît le contexte autour de la région de Kherson, ont demandé à ce que leur territoire soit rattaché à la Fédération de Russie, ce à quoi le porte-parole du Kremlin, M. Peskov, a indiqué qu'il appartenait aux habitants de cette région de se déterminer quant à cette question, qui, selon Peskov, mérite en tout cas un cadre juridique précis. Donc on comprend là qu'il a été fait allusion à l'idée de référendum, et cette idée de référendum, évidemment, ne semble pas séduire les autorités civilo-militaires de Kherson, qui ont rapidement indiqué qu'elles trouveraient un autre moyen que le référendum pour pouvoir continuer d'avancer dans l'idée de rattachement au territoire russe. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, M. Borrell, a déclaré que l'Union européenne ne pouvait pas jouer le rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine, mais il a au passage loué les efforts de la Turquie en tant que médiateur. De même, il a affirmé que la Chine n'avait pas vocation à jouer le rôle de médiateur dans ce conflit. Kiev, hier, a été visité par la ministre des Affaires étrangères allemande et son homologue hollandais, qui se sont donc tous deux rencontrés M. Zelensky. À cette occasion, la chef de la diplomatie allemande a promis d'augmenter les livraisons de matériel lourd à l'armée ukrainienne et a indiqué que l'Allemagne était en train de regarder des solutions de rechange pour livrer un certain type de matériel, notamment de l'artillerie et des tanks, sur lesquels se trouvent des composants étrangers, enfin non allemands,
qui dépendent donc d'un autre pays. En l'occurrence, c'est la Suisse qui a interdit la réexportation de ce matériel vers l'Ukraine. La Grande-Bretagne et la Suède ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord mutuel de défense. Londres s'est engagé à apporter des garanties de sécurité à Stockholm, qui se prépare, je le rappelle, à rejoindre l'OTAN. Et un document similaire a été signé ou devrait être signé très très prochainement avec la Finlande, où Boris Johnson va également se rendre après son déplacement à Stockholm. Je rappelle que ces deux pays, la Suède et la Finlande, entendent à assez brève échéance déposer une demande d'adhésion à l'OTAN, et que pendant la période entre la demande d'adhésion et l'adhésion elle-même, cette période de latence, eh bien, ces deux pays cherchent ou ont cherché à obtenir des garanties de sécurité de la part d'un certain nombre de pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Je rappelle à cette occasion que des exercices militaires se tiennent actuellement en Finlande, enfin actuellement depuis une bonne semaine, en Finlande avec la participation de soldats américains, estoniens et lettons. Enfin, on relève la visite aujourd'hui en Turquie du président kazakhstanais Tokayev, qui était accompagné notamment de son ministre de la Défense. Et à l'occasion de cette visite, les deux pays, Turquie et Kazakhstan, ont signé un accord qui leur permet d'élargir le spectre de leur coopération stratégique, notamment sur le volet de la coopération militaro-technique entre les deux pays, qui comptent porter leurs échanges commerciaux annuels à 10 milliards de dollars par an. Donc, voilà pour aujourd'hui, Président. Merci. Merci beaucoup, Igor. Je rebondis sur les accords entre la Grande-Bretagne et la Suède et la Finlande. Donc, ça serait jusqu'au moment où ils rejoignent l'OTAN. Alors oui, mais pas seulement, puisque de ce qu'on comprend, enfin on croit comprendre, c'est très frais, hein, ça a été signé, je crois, cet après-midi. Ce qu'on croit comprendre, c'est que la Grande-Bretagne, en fait, se voit plutôt dans le long terme ces accords. C'est-à-dire qu'il y a des garanties de sécurité, mais au-delà de ça, je crois comprendre qu'il y a une présence militaire qui serait envisagée. Donc, je parle pas de base britannique qui serait ouverte en Suède et en Finlande, mais pourquoi pas la présence de coopérants ou de personnel militaire qui permettrait d'incarner, de concrétiser cette présence, ces garanties de sécurité sur le sol de ces deux pays. Donc l'Union européenne, pays par pays, peut avoir des garanties de sécurité différentes. Disons que là, il y a un contexte très particulier puisque ces deux pays souhaitent rejoindre l'OTAN et que manifestement, disons, peut-être pas qu'ils craignent pour leur sécurité dans les mois de latence, parce qu'on parle quand même entre le moment où ils vont déposer leur demande d'adhésion et le moment où ils vont adhérer. Certains disent que ça peut prendre quelques mois, d'autres disent que ça va prendre au moins 1 an. Bon, durant cette période, en tout cas, on a compris qu'il y aura une période transitoire, et durant cette période, ils estiment qu'ils sont quelque part en position de vulnérabilité, puisqu'ils vont sortir de leur posture de hors bloc, qui les caractérise depuis quand même plusieurs décennies, même si on a déjà parlé au cours des précédentes séances qu'entre la Suède et la Finlande, le degré de neutralité, surtout à l'égard de la Russie, n'était pas tout à fait le même jusqu'à février. On comprend donc qu'ils estiment qu'il y a une certaine vulnérabilité de leur position et que donc ils demandent des garanties de sécurité pour essayer de compenser cette vulnérabilité. Il y a un autre pays, en revanche, qui pour l'instant ne change pas sa position de hors-bloc, c'est l'Autriche, par exemple. L'Autriche, pour l'instant, ne compte pas rentrer dans l'OTAN, en tout cas pas à ma connaissance. Alors évidemment, géographiquement, elle est un peu plus éloignée de la Russie que la Finlande, certes, mais par rapport à la Suède, en revanche, on voit bien que les distances géographiques sont pas si... Enfin, Suède-Russie et Autriche-Russie, les distances géographiques sont pas non plus extrêmement différentes. Mais en tout cas, l'Autriche, elle ne se considère pas, pour l'instant, menacée ou vulnérable. Et en tout cas, n'entend pas assurer sa sécurité en rentrant dans l'OTAN. Intéressant. On a peu de questions, donc vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. On en a une qui est, on a l'impression que Poutine n'a pas vraiment d'objectif en Ukraine. Sans objectif, on a l'impression qu'il navigue à vue. Quel est l'objectif qui permettra à la Russie d'être satisfaite? Bonne chance. Bon, ce qui est certain, c'est quand on écoute son discours du 9 mai, alors vous savez qu'il y a toute une espèce d'informations qui circulaient avant le discours du 9 mai, principalement des informations qui émanaient de sources anglo-saxonne, disant que pendant ce discours, il allait décréter la mobilisation, qu'il allait décréter
l'envoi directement des troupes depuis la place rouge vers l'Ukraine. Donc, voilà, des informations qui circulaient, qui se sont révélées totalement infondées ensuite dans la teneur du discours, qui était un discours finalement assez classique, assez banal. Il n'y a pas eu d'annonce sensationnelle. Il a tenu à justifier sa prise de décision, à rejustifier la nécessité de recourir à la force. Mais il n'y a pas eu de déclaration ni sur les buts en tant que tels, j'allais dire de manière plus précise que ce que l'on savait jusqu'à présent, si ce n'est que l'opération allait se poursuivre, et avec cette idée que tout se poursuit selon les plans, hein, selon l'expression consacrée, que tout se poursuit selon les plans. C'est quelque chose qui a été redit encore récemment par Monsieur Peskov. Donc, pour l'instant, à vrai dire, il n'y a pas eu de précision supplémentaire par rapport aux buts politiques qui avaient été donnés dès le départ et puis qui ont été recalibrés en cours de route, hein, comme on l'a indiqué au cours des précédentes séances, ni sur les buts de l'opération, donc au niveau du terrain, qui ont été précisés il y a quelques semaines, donc avant les vacances de mai. Bon, maintenant de savoir quand est-ce qu'on pourra considérer que ces buts ont été satisfaits ou arrêtés, ou au contraire vont être recalibrés, ça, évidemment, on ne sait pas beaucoup plus. Et justement, les Américains disent qu'il en veut beaucoup plus. Il veut aller jusqu'à la Transnistrie. Et on a une question là-dessus. Quelle est l'évolution de la situation en Transnistrie suite aux événements de la semaine passée? Alors ça, la Transnistrie, ça semble s'être calmé depuis une petite dizaine de jours par rapport à ce qu'on effectivement on entendait à la veille des vacances de mai. Il semblerait que de ce côté-là, les choses se soient calmées, mais effectivement, si jamais on se raccroche aux déclarations qui ont été faites par ce responsable militaire du district militaire centre, évidemment, manifestement, il y a des ambitions sur toutes les régions côtières de l'Ukraine, jusqu'à ce qui était l'ancienne Bessarabie, hein, donc la province qui est en Ukraine, mais au sud de la Transnistrie et collée à la Roumanie, entre le Danube et la région d'Odessa, pour faire très très schématiquement. Manifestement, donc l'idée serait de couper l'accès à la mer Noire à l'Ukraine et donc d'établir un corridor jusqu'à la Transnistrie. Bon, ça c'est des objectifs qui ont été déclarés par ce responsable militaire du district militaire centre, mais comme on l'avait précisé, c'est pas non plus un responsable militaire ou politique de très haut rang. Par conséquent, si jamais ces objectifs devaient être calibrés en cours de route, ce serait pas politiquement un coût insurmontable que de désavouer ces objectifs en cours de route ou de les recalibrer. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait faisable. En tout cas, on comprend qu'il y a une première étape qui, pour l'instant, n'est toujours pas à ce jour franchie, qui est de la prise de contrôle intégrale du Donbass. Et là, on voit que les choses se poursuivent tous les jours sur le terrain, petit à petit. On nous demande si on a une idée sur les banques qui pourraient être sanctionnées dans la dernière salve de sanctions, mis à part Sberbank. Il y a d'autres banques? Il y aurait d'autres banques, mais je n'ai pas encore vu de nom circuler, mais Sberbank, visiblement, définitivement, fait partie du lot. Ouais. Où en est l'interdiction de YouTube par les Russes? Ça aussi, en fait, l'interdiction de la plateforme elle-même, pour l'instant, rien de nouveau. En revanche, il y avait des soucis pour certaines chaînes YouTube qui étaient, par exemple, animées par des personnes ou des entités qui ont été décrétées agents de l'étranger ou extrémistes ou autres, en ce qui concerne la monétisation de leur chaîne YouTube, puisqu'à travers ces chaînes, elles pouvaient se livrer à des actes, vous pouvez vendre des goodies, des t-shirts, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc là, manifestement, il y avait des blocages, je crois comprendre qu'il y avait des blocages qui étaient tentés, mais sur l'interdiction pure et simple de YouTube à ce jour, tout le monde peut encore aller sans VPN sur YouTube depuis une adresse IP russe, ça fonctionne. Les institutions russes ont-elles migré de YouTube vers YouTube? Alors migrer, je ne sais pas, qu'elles aient une chaîne sur YouTube, très certainement. Mais est-ce que c'est au détriment de leurs canaux YouTube? C'est pas systématique. En tout cas, on n'a pas assisté à des fermetures de comptes, comme par exemple sur Instagram, hein, dans les jours qui ont précédé, voire les heures qui ont précédé l'interdiction d'Instagram. Il y a effectivement un certain nombre de personnalités ou d'institutions qui ont simplement fermé leur profil Instagram pour se conformer en avance avec la loi qui allait être prise et qui allait décréter comme extrémiste cette application.
Un message sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ouais. Alors d'abord, merci pour votre message, Benjamin. Une adhésion accélérée de l'Ukraine est défendue par certains pays et certaines personnalités, Mario Draghi ou Ursula von der Leyen. Inversement, Emmanuel Macron a déclaré que cela prendrait des années. Compte tenu du bilan économique désastreux de ce pays depuis l'indépendance, est-ce bien raisonnable d'envisager une adhésion rapide? Pensez-vous que cela puisse se réaliser ou bien s'agit-il avant tout d'un message de soutien sans réel engagement? Bon, ce qui est certain, c'est que là aussi, les choses vont pas de soi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'élan d'émotion, de solidarité qui s'est emparé de l'Europe. Ça, c'est indiscutable et qui s'est transformé ensuite en une volonté manifestement collective de faire quelque chose pour l'Ukraine en faveur de son rapprochement de l'Union européenne, des institutions européennes. Jusque-là, à peu près tout le monde était d'accord. La question, c'est maintenant, dès lors qu'on s'achemine vers ce raisonnement et vers cette démarche, de comment on fait concrètement. Et c'est là qu'on voit que les choses vont pas de soi, puisqu'effectivement, il y a des pays qui plaident pour une intégration rapide avec ce qu'on appelle un fast track, donc des pays comme la Pologne, par exemple, mais pas seulement, qui, pour des raisons qu'on peut comprendre du point de vue de ces pays, une fois de plus, souhaitent aller très vite. Et d'autres pays qui sont beaucoup plus réservés sur le processus et qui disent effectivement les choses vont prendre un certain temps. Et la France en fait partie. Enfin, on voit en tout cas les déclarations très récentes d'Emmanuel Macron, je crois qu'il date d'avant-hier ou d'il y a 3 jours, où il disait qu'en réalité ça va prendre plus de temps que ce qu'on annonce aux Ukrainiens. En gros, faut pas vendre non plus n'importe quoi, pas vendre du rêve à Kiev, en leur faisant croire que à la fin de l'année ou d'ici la fin de l'année ou même l'année prochaine, ils seront membres de plein droit de l'Union européenne. Ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des chapitres d'adhésion qui sont très longs. Alors là, on voit qu'il y a un couac. Là-dessus, Macron se distingue aussi. On voit que, par exemple, il y avait eu une polémique il y a pratiquement un mois de ça, un peu un mois, sur l'emploi du terme génocide aussi. Souvenez-vous, Macron se refusait à employer le terme génocide. Ça avait créé d'ailleurs c'était avant l'élection présidentielle en France. Ça avait créé d'ailleurs des échanges entre les responsables français et ukrainiens. Les Ukrainiens se plaignant du fait que Macron finalement rechigne à employer ce terme, et Macron s'étant lancé dans la définition juridique de ce qu'est un génocide. Donc là, ça avait créé là aussi un couac. Côté allemand, même si la position n'est pas tout à fait la même, il y avait eu aussi des échanges un peu vifs par rapport à la visite de Steinmeier qui devait avoir lieu à Kiev, et les Ukrainiens avaient refusé de recevoir Steinmeier, prétextant qu'il était compromis par ses liens trop proches avec le président russe. Donc on voit qu'il y avait sur certains thèmes, entre certains pays et l'Ukraine, des sujets qui peuvent donner lieu à des petites étincelles, mais assurément, cette question de l'adhésion à l'Union européenne, on voit bien quand on rentre dans le vif du sujet. Je rappelle que les Ukrainiens ont rempli symboliquement le questionnaire d'adhésion à l'Union européenne qui avait été remis d'ailleurs par Mme von der Leyen à M. Zelensky lors de sa visite à Kiev. C'était un geste symbolique. Elle avait une grande chemise aux couleurs de l'Union européenne avec le drapeau ukrainien, quelque chose comme ça, qu'elle a donc remis à Zelensky. Ce questionnaire a été rempli, il va être renvoyé. On va rentrer dans le vif du sujet, et on voit que les choses sont quand même un peu plus compliquées que ce qu'espéraient certains, notamment à Kiev, et pas seulement, en ce qui concerne l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Alors justement, je pensais de ce point de vue-là, bon, un jour ça va se finir et il va y avoir, alors on ne sait pas quel sera le périmètre exact de l'Ukraine nouvelle, mais bon, il y aura quand même forcément eu un niveau de destruction assez considérable. Est-ce qu'on a réfléchi en Europe ou non, ou dans le monde, à un type de plan Marshall de reconstruction pour justement avoir un pays qui serait au niveau pour entrer dans l'Union européenne? Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des réflexions là-dessus? Comme tu dis, il y a déjà l'échelle de ce qu'on va reconstruire. Même si on a les financements, ça va porter sur quel périmètre? Ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, on ne connaît pas. Il y a M. Borrell, j'en parlais tout à l'heure, qui encore aujourd'hui a dit qu'il fallait puiser dans les 300 milliards de dollars de fonds russes qui ont été gelés au sein des différentes banques centrales européennes ou ailleurs, dire qu'il fallait puiser dedans pour les reconstructions. Monsieur Lavrov a répondu, il était en déplacement aujourd'hui dans le Sultanat d'Oman, a déclaré que c'était tout simplement du vol, de se servir dans cet argent qui n'appartenait pas à ces pays. En tout cas, c'est une piste, entre guillemets,
qui est évoquée régulièrement, qui est très clairement mise en avant par les autorités ukrainiennes, hein, c'est-à-dire qu'il faut se servir non seulement dans cet argent, mais aussi se servir dans les avoirs et les biens et les actifs, c'est aussi des oligarques russes qui ont été gelés ou saisis à travers les pays européens. Bon, je ne sais pas à quel point c'est sérieux, à quel point ça aura lieu, mais au-delà de ça, il y a déjà une idée de pendant une conférence des donateurs qui a eu lieu. D'ailleurs, je crois qu'il y a déjà presque 5 ou 6 milliards qui ont été de promesses de dons qui ont été faites. Mais on comprend bien qu'il faut déjà savoir de quel territoire on parle, qu'est-ce qui va être construit, et comme tu le dis, aujourd'hui, c'est des choses qui sont avec un grand point d'interrogation. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faudra reconstruire et à quelle échelle. Ce qui est certain, c'est que les territoires qu'aujourd'hui, qui échappent au contrôle de l'Ukraine, sont, me semble-t-il, les territoires qui sont les plus concernés par les destructions. Il me semble que l'Ukraine occidentale, pour l'instant, a été proportionnellement plutôt épargnée, puisqu'il n'y a pas de combat qui se déroule sur ce territoire, et que par conséquent, une fois de plus, il faudra voir qu'est-ce qui restera, entre guillemets, de l'Ukraine qui sera sous contrôle de Kiev. À mon avis, ce n'est pas forcément là que le niveau de destruction a été le plus fort, et c'est donc pas forcément là que l'effort de financement devra être le plus important pour remettre à flot les infrastructures, même s'il y aura évidemment des travaux et des chantiers, ça c'est indiscutable. Mais c'est plutôt dans la partie qui échappe à Kiev, par définition, que là, il y aura un niveau de destruction plus important. Et là, ce ne sera pas du ressort de l'Union européenne, ça c'est sûr. On a gelé effectivement les avoirs et les biens des oligarques, mais les saisir et les donner, c'est théoriquement illégal. C'est autre chose, oui. Pour l'instant, on parle bien de geler, pas de saisie ou de confiscation. Ce sont des gels. L'un de nos auditeurs nous dit l'adhésion à l'Union européenne, c'est principalement des conditions économiques et financières. La Confédération, en attendant, pourrait être assez habile. Mais on voit bien que les paramètres économiques et politiques, les choses ont énormément bougé avec cette crise. C'est-à-dire que, d'une manière générale, sur ce cas précis, bon, c'est certain, mais on voyait bien qu'auparavant, l'économie, c'était un peu l'alpha et l'oméga. D'ailleurs, même avant la question de la pandémie aussi, c'était l'alpha et l'oméga. Il y avait l'idée que ce qu'on appelle le doux commerce et le fait qu'il y ait des relations économiques prospères entre les États garantissait la stabilité et la sécurité et finalement l'absence de conflit. On voit bien que tout ça a été remis en question aujourd'hui. Il y a des pays comme la Russie et l'Allemagne qui ont des échanges commerciaux extrêmement denses, par exemple, qui aujourd'hui, au nom de sujets politiques et éminemment politiques, sont prêts à compromettre ces relations économiques extrêmement pour moins fructueuses. On le voit aussi dans un autre domaine, entre la Chine et les États-Unis, où alors là, les relations commerciales sont encore plus importantes et fructueuses, mais qui, au nom de principes politiques, au nom de principes géostratégiques ou géopolitiques, sont prêts à compromettre ces liens, ou tout du moins à les soumettre à des tensions extrêmes. Donc finalement, on voit que finalement, c'est la politique et parfois l'idéologie qui l'emporte sur des principes économiques et sur des échanges économiques. Donc ça remet en question, c'est un de ces principes cardinaux qui consiste à dire que finalement le commerce et la prospérité garantissent la stabilité. On voit bien qu'aujourd'hui tout ceci, tout du moins, est très fortement questionné. Donc dans ce cadre-là, dire que l'Ukraine, avec l'économie dont on peut tout à fait imaginer aujourd'hui la situation catastrophique dans laquelle elle se trouve, pourrait devenir, alors peut-être pas tout d'abord membre de plein droit, mais passer par une antichambre avec bénéficier d'un statut peut-être privilégié, etc., indépendamment de son état et sa santé économique. Dans ce cadre-là, avec ces chamboulements qui nous concernent aujourd'hui tous, ça devient plus totalement inimaginable. Un autre auditeur nous dit « J'ai lu que l'Ukraine avait fermé le robinet du gaz qui transite par son pays vers l'Europe. Décision unilatérale de sa part, sans concertation avec l'Europe, c'est une question. Et elle se prive d'une manne importante que la Russie payait toujours. C'est vrai ?» Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les autorités de Kiev, enfin l'Ukraine, a perdu le contrôle d'une station de recompression du gaz qui est passée dans un territoire sous contrôle russe, et que par conséquent, elle affirme ne plus être en mesure de pouvoir garantir la transit du gaz sur un certain tronçon, puisque la station de recompression du gaz a été perdue. Mais Gazprom a tout de suite annoncé que ça ne remettait pas en question le volume de transit de gaz, ou alors que ça allait être assez marginal, on parlerait de quelques pourcents de ce transit, et que c'était probablement temporaire.
mais ce n'est pas couper le robinet du gaz. C'est une station de compression d'un tronçon qui effectivement n'est plus sous contrôle des Ukrainiens, et par conséquent les Ukrainiens affirment ne plus pouvoir garantir la normalité du transit et la cadence du transit à travers ce tronçon-là. On nous dit aussi les troupes russes quittent Kharkiv, annonce Kiev. Es-tu au courant? Bon, alors, on dit qu'on ne commande pas les sujets militaires, mais sur ce thème-là, déjà, les troupes russes n'étaient pas dans la ville de Kharkov, elles étaient en grande banlieue, on va dire, de Kharkov. En tout cas, manifestement, elles avaient ce qu'on appelle à portée d'artillerie. Et visiblement, il y a effectivement un mouvement de reflux de ces troupes au-delà de cette portée d'artillerie. Mais attention, les troupes russes n'étaient pas dans Kharkov, hein, comme le laisse sous-entendre la question. Sur un autre sujet, on nous dit que Gilles a l'air fatigué et que s'il a besoin de vacances, on peut lui conseiller une très bonne agence de voyage spécialisée sur la Russie. Gilles, on va t'offrir des vacances. Sur un autre sujet, on évoque le départ de 3 millions de Russes du pays. Ça me paraît beaucoup depuis le début de l'année, mais c'est peut-être le cas. Quelles sont les réactions des autorités russes face à ces chiffres? Alors, effectivement, j'ai vu circuler ce chiffre là aussi avant les vacances du mois de mai. Les réactions, en tant que telles sur le chiffre, je n'ai pas noté de réaction, de déclaration tonitruante. Par contre, on peut voir des réactions dans les mesures qui sont prises pour essayer de conserver un certain type de population et de population qualifiée, puisque effectivement les autorités russes ont pris des mesures pour inciter par exemple les programmeurs informatiques, les spécialistes de l'informatique, non seulement à rester en Russie, mais même à y revenir, avec des mesures d'exemption, par exemple, des facilités pour le recrutement, avec pour ceux qui auraient commis des délits dans le cyberespace ou des délits informatiques, ils seraient pardonnés, blanchis. Enfin, une série de mesures qui ont été prises pour essayer de les conserver ou les inciter à revenir. Alors, effectivement, on parle peut-être, c'est assez marginal, peut-être quelques centaines ou quelques milliers de personnes, mais ce sont des personnes hautement qualifiées dont l'économie russe aura besoin dans les années à venir. Mais finalement, c'est finalement à travers ce type de mesures-là qu'on peut juger d'une certaine réaction, mais de commentaires sur le chiffre lui-même, je n'ai pas vu, je n'ai rien vu. Lavrov s'est déplacé en Algérie. La Russie essaye-t-elle de relancer ou rencontrer les relations avec des pays actuellement? Alors effectivement, il était en Algérie hier ou avant-hier. Il était aujourd'hui au sultanat d'Oman, comme je le disais. Il s'est rendu en Algérie où il a rencontré le président Tebboune. Il a été ensuite déposé une gerbe de fleurs sur le monument en commémoration de l'indépendance de l'Algérie. Je pense qu'en fait, il fait la tournée de certains pays et acte de présence dans une région, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, où on sait que les pays sont, mine de rien, soumis à des pressions de la part des Occidentaux, des Européens, des Américains, des Britanniques, pour qu'ils revoient à la baisse la teneur de leurs relations avec la Russie. Pour qu'ils réorientent un certain nombre peut-être de flux commerciaux ou d'approvisionnement à l'inverse, afin de les attirer, j'allais dire, dans cet arc de pays qui vise à isoler un peu plus la Russie finalement. Donc je pense que M. Lavrov est là pour faire acte de présence. L'Algérie, évidemment, c'est pas un pays anodin pour la Russie, hein. C'est le principal partenaire en Afrique du Nord, un des principaux partenaires dans la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, à la fois au niveau commercial, mais aussi en termes de relations historiques et de relations de partenariat militaro-technique. Donc c'est pas un pays anodin. Sur Oman, c'est un peu plus surprenant. Il faudra que je regarde, mais en tout cas, je pense que ce sont des pays c'est une région, une fois de plus, qui est sujette à des pressions de la part des Occidentaux. Et donc, je pense que c'est important pour les Russes de s'y montrer et de s'y réaffirmer pour ne pas que ces pays aient le sentiment finalement d'être laissés en face à face avec les Occidentaux. Comment réagissent les officiels russes à l'adoption on dit l'And-Lease, mais c'était le bail, non?
Ouais, l'Enlise, c'est le pré-bail, ouais. Ouais, le pré-bail par Washington. Et ce qu'a annoncé von der Leyen, c'était la suppression de l'unanimité à l'Union européenne. Mais là, je peux déjà dire que ce n'est pas encore fait, ça. Vu qu'il y a une dizaine de pays qui se sont opposés à la suppression de l'unanimité. Ouais. Bon, sur l'univers de l'aérienne, je n'ai pas d'informations, mais sur le loi pré-bail, M. Dmitri Medvedev qui a déjà réagi en expliquant que c'était finalement jeter de l'huile sur le feu. C'est donc la rhétorique et le narratif qu'on entend depuis le début de la part de Moscou, qui consiste à dire que les Occidentaux se livrent à un jeu extrêmement dangereux en livrant des tonnes d'armes et de munitions à l'Ukraine. Et donc cette loi de l'Enlise, finalement, ça a fait partie de ces dispositifs qui sont pris par les Occidentaux pour envoyer de l'armement en Ukraine. En l'occurrence, là, c'est par les Américains, hein, pour envoyer de l'armement en Ukraine, mais et que cela, du point de vue du Kremlin, hein, ne changera pas ne changera pas la détermination de la Russie à aller au bout de son opération spéciale. Donc, hormis, voilà, c'est la seule déclaration que j'ai vue passer, hein, celle de Monsieur Medvedev sur cette loi de l'Enlise. Mais cet après-midi, l'ambassadeur américain a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères, au MID, hein, où il a eu un entretien avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères, M. Ryabkov, sur la teneur des relations bilatérales, notamment. Hein. Et M. Ryabkov, par son background, hein, c'est quelqu'un qui est plutôt spécialisé sur les questions de désarmement et de sécurité internationale. C'est lui qui a négocié l'accord sur le nucléaire iranien en 2015, notamment, enfin, pour la Russie. Donc c'est un très très gros calibre, hein, de la diplomatie russe. Et c'est lui, souvenez-vous, qui était au front des négociations avant le 24 février, hein, avec les Américains, lorsque les Russes avaient soumis des projets d'accord, d'une part avec l'OTAN et d'autre part avec les États-Unis, pour la refonte de la sécurité dans la zone euro-atlantique. Donc c'était lui qui était en charge des négociations avec les délégations, la délégation américaine, et puis tandis qu'il y avait une autre délégation qui était partie à l'OTAN, mais là, souvenez-vous, les choses s'étaient pas très bien passées, et que finalement, vraiment le noyau des discussions, c'était avec les Américains, et puis évidemment, tout a ensuite volé en éclats après le 24 février. Donc là, il y a eu effectivement cette convocation. Alors, est-ce que c'est lié à ce vote de la loi de l'Enlise? J'en sais rien, mais en tout cas, certainement qu'ils ont dû évoquer le sujet. Intéressant. On a fermé les rideaux, vous remarquerez que Gilles a l'air beaucoup moins fatigué, ouais, effectivement. Ouais. Beaucoup mieux. Quelles sont les dernières contre-mesures russes? J'en ai pas entendu parler des dernières contre-mesures. Non, en fait, ils n'ont pas fait beaucoup de contre-mesures. Non, il n'y a pas de paquet de sanctions en bonne et due forme, comme évidemment les prennent les Européens. Il y a des choses assez ciblées. Alors, des personnalités américaines, européennes qui sont mises sur liste de sanctions russes. Mais on comprend bien que ça n'a pas la même portée en termes d'impact de sanctions et d'interdiction que ce qui a été pris de l'autre côté. Mais pour l'instant, entre guillemets, ils en gardent sous la pédale. Je pense que pour l'instant, ils en gardent sous la pédale. Alors, il y a des raisons objectives, hein. Le prix du gaz et le prix du pétrole sont quand même très très hauts. Donc, pourquoi se priver de revenus en suspendant ou en fermant justement le robinet du gaz, comme ça a été évoqué dans une question précédente? Il y a des choses beaucoup plus ciblées, mais qui pourraient faire mal, comme on l'a déjà dit, les métaux précieux, les terres rares, le titane, etc. Même ça n'a pas été pris. Moi, mon intuition, c'est de dire qu'ils gardent tout ça pour plus tard, c'est-à-dire quand justement ils estimeront en avoir fini avec l'opération spéciale et que on rentrera dans un niveau de discussion avec les Européens qui visera à alléger les sanctions, voire en annuler certaines. C'est peut-être à ce moment-là qu'ils vont commencer à brandir certaines mesures économiques beaucoup plus douloureuses, probablement avec justement les métaux précieux, les choses comme ça, dans une logique de négociation avec les Européens. À mon avis, et surtout voir déjà ce qui sera levé comme sanction dans le cadre, une fois de plus, d'un accord de paix qui aujourd'hui paraît encore très très hypothétique, hein, évidemment, entre les Russes et les Ukrainiens, puisque, je le rappelle, les Britanniques comme les Américains ont fait savoir que dès lors qu'un accord de cessez-le-feu sera signé, qu'un accord de paix sera signé, il y aura déjà certaines sanctions
qui auront vocation à être annulées, pas toutes, mais certaines. Pour leur part, en ce qui concerne les Européens, il y a une déclaration assez intéressante du chancelier Scholz qui date d'il y a quelques jours, 2-3 jours, je crois, où il dit qu'en ce qui concerne les sanctions européennes, celles-ci seront levées en coordination avec Kiev, autrement dit, ce sera une consultation avec les Ukrainiens qui permettra de lever ces sanctions au moment venu. Et là, on comprend bien que les choses vont être beaucoup plus compliquées, parce que déjà, les Européens, par définition, sont plusieurs, et que donc il faut s'entendre à plusieurs sur lever les sanctions. On sait d'expérience que c'est déjà très compliqué, mais en plus, dans la boucle, il y aura donc les Ukrainiens, ce qui risque de compliquer encore plus les choses. Et finalement, à travers cette déclaration du chancelier Scholz, on voit qu'en tout cas, à Berlin, on est sur le même portage qui était celui des accords de Minsk II, hein, souvenez-vous, où Merkel, à l'époque, avait dit, mais avec François Hollande, hein, que les sanctions européennes seraient levées, excusez-moi, au fur et à mesure que les accords de Minsk seraient mis en œuvre. Sauf que comme les Ukrainiens ne voulaient pas des accords de Minsk, qui était hors de question de les mettre en œuvre, et par conséquent, les sanctions avaient vocation à perdurer ad vitam aeternam. Donc on reste dans cette même logique, finalement, de lier la question des sanctions à la position de Kiev sur un sujet. Alors à l'époque, c'était les accords de Minsk, qui maintenant sont enterrés. Là, on voit que c'est finalement la fin des affrontements en Ukraine, dans le Donbass, ou plus tard peut-être dans le sud de l'Ukraine. Hein, et effectivement, d'expérience, on voit que ça complique quand même beaucoup les choses. C'est pas du tout inquiétant, Igor, parce que ne t'inquiète pas, les États-Unis lèveront leurs sanctions dès qu'ils auront besoin de les lever. Et l'Union européenne sera le dindon de la farce, comme d'habitude, mais c'est pas très grave ça. Alors, nos auditeurs nous disent, j'ai lu que la Russie autoriserait l'importation de matériel à l'insu des sociétés propriétaires, comme Apple et tout ça. C'est la question des importations parallèles, en fait. C'est-à-dire que les autorités russes, alors ça fait peut-être partie justement, encore des mesures sélectives qui ont pu être prises par Moscou, effectivement, ont décidé de légaliser les importations parallèles pour un certain nombre de marques. C'est-à-dire qu'ils ont édité une liste avec un certain nombre de marques, hein, qu'on connaît tous, hein, mais que je ne vais pas citer, pour lesquelles désormais il sera possible de les importer en Russie autrement que par des redistributeurs officiels, agréés, ou par des circuits, j'allais dire, traditionnels, pour faire venir des téléphones portables, des ordinateurs portables, des télés, voire des voitures ou autre chose. Hein. Autrement dit, désormais, des personnes pourront revenir avec dans leur valise, j'imagine, hein, un certain nombre de ces biens d'usage, des téléphones et autres, pour les revendre sans être inquiétés manifestement par les autorités russes. Donc en fait, c'est en lien avec la question des importations parallèles. Et oui, un de nos auditeurs nous dit, je vais acheter un MacBook avec un clavier arménien. Effectivement, c'est ce qui pourrait se passer. Voilà. On nous dit aussi Lucas du 3 mai. Alors, je ne sais pas quel est Lucas du 3 mai, doit aboutir le 13 mai. Je ne sais pas. Bon, il faut être plus précis, Laurent. On nous dit aussi, y a-t-il des infos officielles russes sur l'appel au service militaire lancé le 1er avril? Mais il n'y avait pas eu d'appel au service militaire lancé le 1er avril. Non, alors peut-être que là, la personne fait allusion à la levée des conscrits qui a lieu à chaque année, effectivement, au mois d'avril, mais ça, c'est quelque chose de traditionnel. Enfin, c'est au mois d'avril, c'est à cette période de l'année que sont levés les conscrits, donc c'est chaque année un bon centaine de milliers, voire un peu plus de jeunes hommes qui sont appelés sous les drapeaux dans le cadre de leur service militaire de 12 mois. Donc je pense que c'est par rapport à ça que la question est posée. Donc là, ça a été levé comme... c'est Lucas de Poutine annonçant une liste de sociétés inamicales. Non, ça, j'ai pas vu, il faudra regarder. Non plus, j'ai pas vu non plus ça. Le 3 mai, j'étais déconnecté. Et il faudra qu'on regarde cette Lucas pour voir. J'ai pas entendu parler de société inamicale encore. Dernière question. Les entreprises chinoises sont-elles en situation attentiste pour intégrer le marché russe, exemple Lenovo, ou constatez-vous une augmentation de leur activité? Effectivement, des sociétés qui sont très connues, qui sont un peu des flagships, hein, des industriels chinois comme Lenovo, Huawei ou autres, sont non seulement prudents, mais manifestement entendent réduire leurs exportations vers la Russie,
dans la mesure où certains des composants des produits qu'ils vendent, des téléphones portables, des ordinateurs, etc., sont des composants non pas chinois, mais occidentaux, américains ou autres, et que par conséquent, ils ne veulent pas tomber dans le scope des sanctions secondaires et donc préfèrent prudemment, j'allais dire, voilà, non pas cesser leurs exportations, mais réduire la quantité du matériel exporté, faire un geste, entre guillemets, de bonne volonté à l'égard des Américains, ou en tout cas des Occidentaux. Donc ça, c'est plutôt de la prudence. Par contre, comme on l'a dit lors des séances précédentes, notamment en ce qui concerne le pétrole et le gaz, il y a un certain nombre de projets énergétiques en Extrême-Orient, desquels vont se retirer des majors américaines ou britanniques, ou entendre se retirer des majors américaines et britanniques, et à qui, manifestement, pourraient-ils vendre leur part? Et bien, visiblement, ce seraient des pétroliers chinois. Donc ça, oui, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Alors, il faut savoir qu'il y a des pays comme le Japon, par exemple, qui importent évidemment du pétrole de Russie, notamment depuis certains de ces projets, de ces champs auxquels prenaient part, à l'exploitation duquel prenaient part ces sociétés américaines ou britanniques. Et donc, voir venir des actionnaires chinois et des sociétés chinoises, pour un pays comme le Japon, ça peut poser effectivement des problèmes en termes de sécurité. Mais pour l'instant, ce sont des choses qui sont en train de se faire, c'est des transactions qui sont très très longues, et donc oui, c'est que là on voit une activité, un intérêt tout du moins des acteurs chinois. Oui. Et on le voit sur le terrain aussi, hein, il y a de plus en plus de Chinois, alors businessmen à Moscou. Ils sont clairement intéressés par un certain nombre de secteurs d'activité, tels que l'automobile, par exemple, et ils sont extrêmement vigilants sur le marché. Et d'ailleurs, ça inquiète beaucoup nos amis américains qui veulent bien que les entreprises étrangères quittent la Russie, mais ils ne veulent pas que les Chinois prennent le marché. Donc, c'est un souci que les Américains surveillent de très près. J'ai un témoignage que j'ai reçu que je vais vous lire. Avant ça, Laurent, merci d'envoyer Lucas sur mon mail personnel que tu connais. Comme ça, je le transmettrai à Igor. Le témoignage que j'ai eu, c'est d'un de nos membres qui conclut en nous disant « Tenez bon, vous êtes formidable, merci beaucoup ». C'est Guillaume, il se reconnaîtra, mais qui voulait nous donner son retour d'expérience à Sheremetyevo en faisant un Paris, Doha, Moscou. Il a eu 4 heures d'attente en douane, 15 à 30 minutes de questions dans un bureau, 3h30 de vérification téléphone et au sein de son entreprise, c'est-à-dire qu'on lui a pris son téléphone. Il signale que les douaniers étaient très courtois, même si la situation était un peu inconfortable. C'est un VKS, hein, donc il a un visa de travail. Tous les autres Français et d'autres nationalités ont vécu la même procédure. Donc, c'est-à-dire qu'en provenance de Doha, il y a eu au moins un avion qui a été contrôlé. Pour l'instant, on a vu un certain nombre de personnes de rentrer par Istanbul hier. On n'a pas eu de tel témoignage, mais on va les surveiller et on vous le dira. Et enfin, sur les trajets d'avion, Gilles signalait qu'on pouvait passer avec la compagnie Pegasus, c'est ça? Pegasus, donc par Antalya, voilà, et donc effectivement, il y a un Français qui rentre en ce moment, qui fait Paris, Istanbul, Antalya, Moscou. Donc c'est un petit peu plus long, mais c'est faisable. Et par Sochi aussi, je crois, les Turcs ensuite vont. Il y a un projet de rotation Sochi-Istanbul qui pourrait prendre forme. Je rappelle que Aeroflot a réactivé ses vols directs sur Istanbul depuis le 6 mai. Il y a 2 vols par jour sur A330. Ouais. À des prix bien plus, j'allais dire, économiques que ceux pratiqués par Turkish Airlines. Par contre, voilà, ce sont des vols Aeroflot sur Airbus. Mais le vol Sochi-Moscou est beaucoup plus long. Après, voilà, il y a un Sochi-Moscou qui est plus long parce qu'il fait tout un détour pour éviter la zone d'exclusion aérienne que les Russes ont décrétée dans le sud de la Russie. Donc, c'est très long de passer par Sochi. Mais le Moscou-Istanbul aussi, c'est pratiquement 4h30 ou 5 heures de vol parce que lui aussi,
il fait tout le tour, aussi, il fait le tour par Mais l'intérieur. au moins, on va directement à Istanbul. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais voilà, je vous remercie. Gilles, je crois que tu as des petites annonces à faire. Oui, les traditionnelles annonces de fin de briefing. Alors, pour rappel, nous changeons le rythme de nos briefings, donc ce qui est déjà le cas cette semaine. Donc, vous nous retrouvez les lundis, mercredis et vendredis à 17h30 heure de Moscou, 16h30 heure de Paris, toujours avec le même lien. Ça ne change pas. Vous pouvez toujours aussi nous envoyer vos questions à l'avance sur hotline@ccifr.ru. Et bien sûr, retrouver ces briefings sur notre chaîne YouTube, y compris en Russie, puisqu'on la reçoit encore actuellement. Voilà. Pensez surtout à aller voir notre site ccifr.ru, parce qu'on y met tous les événements de la semaine. Alors, la semaine prochaine, par exemple, on vous donnera les dates exactes vendredi. Nous organisons un séminaire sur les mesures dans le domaine du contrôle d'échange et des transactions pour les résidents et les non-résidents, et également une session du comité de propriété intellectuelle. Donc, regardez bien sur le site, inscrivez-vous pour ces événements. Et vous retrouvez bien entendu toutes les actualités de la Chambre sur notre canal Telegram, dont vous avez le lien affiché sur l'écran. Tenez bon. Merci beaucoup. Comme d'habitude, la CCI France-Russie reste à vos côtés. À vendredi. Merci encore. Au revoir.